luxembourgeois. Donc, je vais laisser la parole à Amélie Madinier qui dirige le Hub Luxembourg pour présenter le sujet et l'intervenant. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Grégory, c'est un serial entrepreneur et j'exagère à peine quand je dis qu'il était start-upper avant même que le mot n'existe. En fait, il est tombé très jeune dans la marmite de l'entrepreneuriat et même plus spécifiquement de ce qu'on appelle aujourd'hui la job tech. Donc, sa religion, c'est les ressources humaines, le recrutement et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il a accepté de mettre un petit peu de côté justement cette religion et de nous partager son expérience plutôt là d'entrepreneur et de nous donner des bons conseils pour automatiser le processus de sales. Donc voilà, je vais laisser la parole à Grégory. Merci Grégory en toute chose d'avoir accepté de participer et d'animer ce webinaire. Merci à vous tous d'être là. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important pour les startups, qui est la prospection, mais surtout la possibilité aujourd'hui d'automatiser en tout cas une partie de cette prospection pour éviter les différents soucis de connexion liés à l'utilisation des outils que je mets en place pendant le webinaire. J'ai choisi d'enregistrer ce matin la session en entier. Donc, ça se fait sur quatre parties. Donc, voilà, il y aura une première partie, il y aura une présentation assez classique, un petit rappel sur ce qu'est la prospection et comment identifier les itérations liées à la prospection. Et puis ensuite, après, on va rentrer dans l'exemple et on va faire un premier exemple d'automatisation pour finir sur des concepts plus larges et des logiciels encore plus puissants sur l'automatisation. Donc, c'est pour ça, si vous voyez mettre en route une vidéo, c'est une vidéo qui a été faite ce matin exclusivement pour cette session. Voilà, je vous remercie et puis on se reparle un petit peu plus tard pour les questions. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire consacré donc, à la prospection, mais aussi à l'automatisation de cette dernière. Donc, allons-y. Rapidement, le plan prévu pour ce webinaire est assez simple. C'est dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, on va rappeler les grandes étapes de la prospection. Et puis ensuite, comme vous le savez, la prospection est faite de répétitions, est faite de ce qu'on appelle des itérations. Et donc, c'est tout ce qui va pouvoir être automatisable par la suite. Donc, nous allons regarder comment est-ce qu'on peut l'automatiser. Et puis, en fin de webinaire, on interviendra sur la partie exemple où on prendra une partie, une itération et on l'automatisera en direct. Voilà. Donc, qui suis-je? Alors, je suis Grégory Herbet. Je suis entrepreneur dans la job tech. Donc, la job tech, c'est tout ce qui est lié aux startups, mais aussi à l'emploi et aux technologies. Donc, j'ai créé 3 sociétés. En 2004, j'ai créé une première société qui s'appelait etc. C'était une société qui utilisait à l'époque les enregistrements. On pouvait se filmer via Skype pour faire des entretiens et ensuite après moi la société se chargeait de les mettre à disposition sur un compte privé auprès des entreprises. Donc c'était un service qui était uniquement destiné aux jeunes diplômés. Voilà. Donc en 2 ans, moi dans un premier temps et puis ensuite après avec une deuxième personne, on a fait passer le chiffre d'affaires de 0 à 600 000 euros. Notez que c'était pendant mes études. Ensuite, en 2007, je suis rentré chez Andrew McAllister, qui est un cabinet de recrutement spécialisé plutôt en finance.
J'y étais pour développer la partie start-up, le recrutement dans les start-up qui à l'époque étaient relativement peu connus, ou en tout cas balbutiants. Et on a développé le chiffre d'affaires de 1 à 4 millions en 4 ans, donc en créant de nouvelles practices, de nouvelles façons d'adresser le marché, et notamment le marché des startups. Celui que j'adressais représentait un quart de ce chiffre d'affaires-là en 2011. En 2012, j'ai créé My Job Company. My Job Company, c'est une plateforme de recommandation, c'est-à-dire en quelque sorte, d'un côté, les entreprises déposent des offres avec des primes de cooptation, si une personne trouve la bonne personne, et puis de l'autre côté, des coopteurs, donc des personnes, n'importe quelle personne peut s'inscrire sur My Job Company et partager à son réseau l'offre d'emploi. Et donc, comme dit juste avant, si la personne de son réseau est recrutée, et bien à ce moment-là, l'entreprise s'engage à donner une prime de recrutement qui peut aller de 800 à 2000 euros en fonction du poste. Donc, donc c'était une création from scratch, vraiment avec uniquement l'idée sur un morceau de papier, et on est arrivé à une société de 40 personnes en 2016-2017, en passant de 0 à 2 millions d'euros sur un business model qui a évolué au fur et à mesure du temps. Ensuite, en 2017, j'ai décidé de me consacrer à l'expertise que j'avais acquise pendant ces 13, bientôt 15 dernières années. Donc, j'ai créé ePlayer qui se charge de faire du conseil en recrutement, donc typiquement du recrutement pour les startups, donc je construis les équipes et je développe, mais aussi d'accompagner les dirigeants dans leur stratégie. Donc, bon, là, on va voir une petite partie qui est la prospection, mais aussi sur des décisions. Voyons maintenant les points de prospection que j'ai listés en 8 points principaux qui permettent de disséquer un petit peu l'action d'aller chercher de nouveaux prospects. Donc, dans un premier temps, c'est détecter les signaux. Donc les signaux liés à de potentiels prospects. Ensuite, on identifie les cibles, ces cibles qui peuvent être diverses et variées. On trouve le chemin pour accéder à ces cibles. Chaque personne a sa préférence pour être contactée. Puis on engage une relation, élément important. On construit cette relation pour pouvoir après l'entretenir, la consommer, puis enfin signer ce qui devient un client, étant donné qu'ayant passé ces 7 étapes, logiquement, le prospect devient un client. Sur les signaux, on a 2 types de signaux. Les premiers sont les signaux forts, ceux qui sont les plus visibles, donc tout ce qui est appel d'offres, mais aussi appel souvent désespéré pour des solutions sur les réseaux sociaux ou les discussions sur les forums spécialisés. On voit aussi la possibilité de détecter ces signaux soit par une présence aux événements ou un sponsoring. La présence aux événements souligne peut-être la recherche d'informations complémentaires. Donc, ce sont effectivement des signaux forts. Le prospect se révèle et le prospect cherche à lister les possibilités qui sont offertes à lui pour pouvoir décider. Ensuite, on a des signaux faibles, ceux qui sont peut-être plus subtils, comme la consultation par un client potentiel de votre profil LinkedIn ou une visite particulière sur votre site
vos sites internet permettent justement de voir les noms de domaines qui sont venus vous visiter. Et donc à cet effet, ça peut faire partie de signaux faibles d'intérêt. Et puis les discussions sur les réseaux sociaux qui sont présents dans la plupart des groupes, des groupes spécialisés. Vous en avez sur LinkedIn, mais très très actifs sur Facebook, qui sont des groupes de professionnels, généralement organisés par secteur, qui posent des questions sur des demandes de solutions. Et donc ces signaux faibles sont assez intéressants pour ce type de signaux faibles, sont assez intéressants pour pouvoir traiter une demande en amont. Donc identifier et trouver le chemin, identifier le décideur. Le décideur, c'est la personne qui va effectivement apposer la signature sur le contrat. C'est celui qui va éventuellement le négocier. Vous avez la possibilité d'embarquer un influenceur. Donc l'influenceur au sein de l'entreprise, c'est la personne qui n'est pas décideur, mais qui va avoir la possibilité de, on va dire très clairement, faire son travail et trouver une solution pour le décideur. Donc là, l'objectif va être effectivement de donner de l'importance à son poste et à son action en le contactant. Ensuite, après, pour faire tout ça, il faut effectivement trouver le chemin. Les chemins sont divers et variés, peut-être trop nombreux aujourd'hui, mais en tout cas, ils sont toujours aussi importants, comme l'email, le téléphone et on va dire, les messages privés sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi la possibilité, notamment sur LinkedIn ou sur, pourquoi pas, Facebook aussi. Tout dépend ou Instagram, tout dépend du domaine d'activité, mais la liaison individuelle se fait principalement par ces trois canaux pour identifier le décideur, mais peut-être pas le contacter, et surtout embarquer l'influenceur dans notre logique commerciale. Ensuite, engager, construire et entretenir donc des points assez importants, notamment dans l'engagement du prospect. Donc trouver des points d'intérêt de ce prospect et entrer dans une relation de give and maybe get, c'est-à-dire donner de l'information, échanger pour peut-être pouvoir obtenir par la suite. À partir de ce moment-là où le contact est fait et l'engagement est, on va dire, naissant, la possibilité de construire une relation commerciale, notamment autour de la veille d'actualité et la relance structurelle, petite oubli, la relance structurelle du prospect. Le besoin n'étant pas forcément immédiat de son côté, la possibilité de décider n'étant pas non plus, il faut entretenir cette relation, donc être considéré comme un interlocuteur et non pas comme un vendeur. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui se font justement oublier dans leur statut et devenir un réflexe. C'est-à-dire que si vous vendez un produit ou un service, eh bien, il faut que, dès que l'on parle de ce service, il faut que la personne qui est l'influenceur, pourquoi pas, soyons fous, le décideur, ait le réflexe de penser à vous. Donc ça s'introduit dans une relation construite et engageante. Et puis, en finalité, la consommation et la signature. Donc, consommer une relation, c'est être capable, à un moment donné, de poser des conditions liées à une collaboration. Donc tout ceci nécessite quatre points essentiels qui sont la précision de cette proposition, justement il ne faut pas être flou et évasif, la concision, donc il faut savoir exactement ce que l'on vend et immédiatement apposer
solution. Et puis, la facilité et la rapidité permettant la décision. Donc, de tous ces éléments que l'on a vus, c'était un rappel pour pouvoir disséquer un petit peu cette logique de prospection et d'essayer de comprendre et de trouver les points d'itération. L'itération étant le fait de répéter une action, autre chose. Ces différents points d'itération se positionnent dans chaque point particulier, sauf effectivement la dernière lors de la consommation ou la signature, où là les étapes itératives sont plutôt de l'intervention humaine, ce qui est encore rassurant dans un métier de vente. Si on reprend les éléments cités plus tôt dans la présentation, les signaux vont donner lieu à une recherche systématique et régulière d'informations sur les prospects et surveillance des appels en information, des appels d'offres. Donc c'est des logiques et des nécessités itératives dans le process d'un démarchage commercial. Ensuite, dans l'identification, il y a la nécessité de lister les contacts potentiels et de trouver les coordonnées, c'est-à-dire capable de les contacter. Donc, effectivement, il y a la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, mais pourquoi pas trouver leur numéro de téléphone ou trouver leur adresse email. Et puis, une fois que la personne est identifiée, pour l'engagement, essayer de générer une veille ciblée permettant de densifier la relation, en tout cas d'introduire dedans, au-delà d'une logique purement commerciale, une logique informative, donc comme on disait tout à l'heure dans le give, get. Donner de l'information, renseigner, s'intéresser pour pouvoir ensuite après être considéré. Donc dans la construction de la relation, il y a la nécessité d'avoir plusieurs contacts avec la personne, le contact privilégié dans la relation commerciale, donc ce qui va donner lieu à des scénarios, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième contact, avec des actions liées à la réponse du prospect et la gestion des oppositions par vous dans cette relation. Et puis ensuite, la possibilité après d'avoir un rendez-vous et pour pouvoir échanger et poser de manière constructive et humaniser un petit peu cette relation qui n'a été que digitale ou qu'à distance. Donc, comment automatiser ces étapes? Donc, on passe de l'identification, de l'itération à l'automatisation des tâches. Donc, dans la recherche d'informations sur les prospects, la surveillance des appels, ce qu'on appelle un ping, c'est la possibilité d'aller appeler une base de données qui va être publique et hébergée sur des sites qui permettent d'accéder assez facilement à ces informations. Et puis, un ping sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux débordent d'informations intéressantes. Donc, c'est là où on va peut-être pouvoir, que ce soit sur les bases de données publiques ou les réseaux sociaux, aller mettre une vigie qui va remonter l'information de manière automatique et permettre au commercial de cibler ses recherches et de passer moins de temps finalement à cette première étape. Ensuite, après, pour lister les contacts potentiels, je vous expliquais tout à l'heure que je m'inspirais de l'expérience de recrutement et de chasse de tête pour le développement commercial, l'utilisation de la recherche booléenne
Google permet, et d'autres mais principalement Google, permet d'intégrer ce qu'on appelle des petites formules qui précisent certains champs, donc je vous montrerai un petit peu plus tard, pour trouver des listes de contacts, en tout cas des noms, des prénoms, et peut-être d'autres informations qui vont pouvoir être ensuite scrappées. Alors le scrapping, c'est le fait d'aller chercher des informations qui sont sur Internet, donc disponibles publiquement, et de les amener dans un fichier. Donc, vos adresses email sont sûrement présentes sur Internet. Alors, tout ce qui est au regard de la GRPD, c'est-à-dire le respect des données individuelles, là, on parle bien de scraper des informations d'entreprise et non pas des informations personnelles. On va scraper les informations d'entreprise, donc l'adresse d'entreprise, le numéro de téléphone d'entreprise, mais pas du tout des données personnelles. Il faut bien respecter ce principe pour tout simplement faire en sorte que le démarchage commercial reste de l'entreprise et que le reste soit de l'ordre du privé. Puis ensuite, après, pour entretenir, tout ce qui est veille ciblée, c'est les capacités de lister des mentions. L'exemple assez classique, c'est vous intervenez auprès d'un prospect, ce prospect a dans son entreprise une nouvelle, une acquisition ou l'acquisition d'une autre entreprise ou éventuellement un marché qui a été gagné, et bien le fait d'avoir une veille ciblée vous permet de lui envoyer un petit mail pour lui rappeler votre existence, mais surtout pour lui spécifier que vous suivez son actualité, ce qui vous permet d'un peu mieux exister à ses yeux et d'aller vers la recherche de ce qu'on a appelé tout à l'heure l'habitude, en tout cas le réflexe, lorsque l'on parle de votre activité. Pour la dernière partie, donc les différents contacts, 3, 4, même 5 contacts, les rendez-vous, c'est l'organisation, la mise en place de scénarios par des mailings et des propositions de discussion. Donc ça, c'est une fois qu'on a l'ensemble des informations, on va réfléchir à la façon dont on va aller contacter, puis réagir à certaines réponses pour arbitrer et faire en sorte qu'un non aujourd'hui soit un oui dans quelques mois, qu'un peut-être soit un oui dans quelques semaines, et qu'un oui soit un vrai oui qui se transforme. Donc, pour cela, nous utilisons des outils assez simples. Alors, il y a des premiers outils qui sont des outils relativement simples, puis après on peut monter dans la complexité des outils. Alors, vous avez bien sûr un email. Généralement, je travaille avec Google, c'est-à-dire avec Gmail, tout simplement parce que Google s'interface avec s'interface avec toutes les autres plateformes. Et donc, à ce moment-là, ça permet de ne pas changer systématiquement de point de départ, le mail étant pour moi le point de départ. Microsoft a une très belle suite, mais le problème c'est qu'elle ne s'interface pas encore beaucoup avec les outils modernes, alors que Google le fait. Le Google Sheet qui est la possibilité, c'est l'endroit où on va récupérer les informations. Donc c'est comme le Excel de Microsoft, sauf qu'il est en ligne et connecté au mail et il peut se connecter à énormément de logiciels. Vous avez LinkedIn qui, dans une logique B2B, est quand même assez essentielle. C'est la plus grosse base de données de professionnels, en tout cas en France. Donc c'est important d'avoir effectivement une présence et de prendre en considération cet outil. Puis vous avez le scrapper. Le ou les scrappers, c'est des logiciels qui vont aller lire à votre place différents profils par centaines et qui vont par exemple, retirer des adresses e-mail, des numéros de téléphone si elles sont présentes, mais aussi d'autres informations comme la fonction de la personne et l'entreprise dans laquelle il est attaché. Ce qu'on appelle les automation tools, c'est les outils qui permettent de générer l'automatisation, notamment on parlait du scrapping, donc quand on va scraper, c'est-à-dire trouver
et enregistrer des adresses email, eh bien, il faut les mettre quelque part. Il faut que ce soit fait de façon automatique, pour éviter de passer sa journée à faire du CTRL-V, CTRL-C, enfin CTRL-C, CTRL-V plutôt. Donc les outils d'automatisation sont assez nombreux aujourd'hui, plus ou moins perfectionnés. Tout va dépendre du temps que vous allez vouloir passer à cette organisation d'automatisation. Pour l'exemple, j'ai choisi d'aller sur la partie trouver engagé, ce qui est une partie qui se démontre pas trop mal, notamment par le scénario. Donc, lister les contacts, les inviter sur LinkedIn, ensuite après organiser une session de mailing automatique avec scénario, et puis essayer d'obtenir au mieux un rendez-vous. Donc c'est ce que l'on va voir dans l'exemple. Je vais aller utiliser l'ensemble de ces outils pour créer une automatisation du listing des invitations ensuite, et ensuite après de sessions de mailing automatique. Voilà. Alors, on va commencer par aller sur son profil LinkedIn, donc qui permet assez simplement de faire quelques recherches. Mais pour préciser ces recherches, on va utiliser ce qu'on appelle des opérateurs, donc la possibilité de préciser des titres. De votre recherche. Donc là, on a une recherche qui est buyer, comme il est souvent l'usage sur LinkedIn de mettre son titre en anglais, ou alors plutôt la catégorie qui est le purchasing, et donc je vais mettre purchase. Peut-être que dans la description, il y aura la description de purchase, et puis je vais mettre Paris comme la ville. Donc, ce qui nous permet de lister de façon assez précise un certain nombre de personnes. Donc là, vous avez, alors je n'ai pas de spécificité dans les acheteurs, mais si on peut préciser avec des mots-clés, si on cherche des acheteurs direct, ou de propriété intellectuelle, de services intellectuels ou autre, tout va dépendre de votre recherche. Donc là, on a une recherche qui est une recherche gratuite qui permet, qui fait ressortir les différents contacts qui ont le titre acheteur ou buyer ou le titre purchase. Donc, on a précisé sur Paris, donc on voit que là, les gens qui apparaissent tous sur Paris. Maintenant, on va faire tourner avec cette liste ce qu'on appelle un scrapper. Un scrapper, ça permet d'aller chercher une adresse email qui est présente sur le web. Ce n'est pas
on est sur une mise à disposition complètement légale des choses, et de le lister ensuite sur un document. Donc là, je vais aller sur le logiciel de Scrapper. Donc là, j'utilise-moi GetEmail, qui est une solution voilà, qui est bien, qui n'est pas trop chère et qui permet ensuite de bien organiser ces listes. Donc je vais choisir par exemple je vais créer une liste. Voilà, donc pour après m'y retrouver. Donc là, je le déclare en liste principale, c'est-à-dire que l'extension Chrome que j'ai installée, donc mon Chrome étant mon navigateur, va directement aller prendre en considération mes recherches sans être obligé de repasser par le logiciel. Donc là, je vais créer la liste. La liste va être créée et je vais en avoir fini avec mon dashboard de Scrapper. Donc je reviens sur mon LinkedIn et à ce moment-là, j'ai un bouton ici qui effectivement est la représentation de mon logiciel de scrapping dans LinkedIn. Et je vais cliquer dessus et là, le Scrapper va aller chercher l'ensemble des gens qui sont là et va me proposer d'aller trouver leur email. Donc déjà, on a gagné pas mal de temps, je dirais, ne serait-ce qu'en listant. Et puis, on va aller leur rechercher les mails. Donc, vous avez les choses chargent. Donc, certains emails sont trouvés, d'autres mettent un peu plus de temps à être trouvés. Il n'empêche que ce qui est intéressant avec ce type de solution, c'est que lorsqu'un email n'est pas certain, eh bien, il le met... il le notifie. Il le notifie, donc ce qui permet d'éviter dans des mailings d'avoir des retours. Et puis lorsque l'email n'est pas trouvé, il l'intègre aussi, ce qui nous permet de savoir que l'on va peut-être essayer de contacter la personne d'une autre façon. Donc là, voilà, il est en train c'est terminé. Donc, il a trouvé un certain nombre de mails. Ici, en jaune, les mails qu'il n'est pas sûr. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va les vérifier. Comment est-ce qu'il va les vérifier? C'est qu'il va envoyer un test email qu'il va automatiquement retenir pour voir si, au bout de ce mail, il y a une réponse automatique d'inexistence d'email. Donc, ça vous fait quand même gagner un certain temps et évite, lors de vos du développement commercial, d'avoir trop de retours pour adresses non existantes. Donc ensuite, après, c'est assez simple. Vous passez la page suivante et puis vous recommencez avec le même bouton. Il existe bien sûr des logiciels qui vous passent la page tout seul, donc vous laissez tourner de votre côté. C'est des petits développements, c'est un petit développement assez simple à faire. Il doit être fait généralement pour chaque typologie d'action, mais c'est quelque chose qui est complètement possible à faire, ce qui évite effectivement de passer son temps à passer d'une page à l'autre. Lorsque j'ai terminé, je vais le laisser un petit peu terminer, lorsque j'ai terminé le scrapping, eh bien, je vais pouvoir retourner dans mon dashboard, aller retrouver mon document, et là je vais voir l'état de la recherche. Donc là, c'est les gens que j'ai vus dans mon listing, et là je vais voir un petit peu où on en est. Donc je sais que j'en ai quelques-uns qui sont trouvés. J'ai des stats ici, donc là on a trouvé quand même 17 emails sur 19, donc on est à 89% de réussite, et puis d'autres qui sont en train d'être confirmés. Donc qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh bien, je vais pouvoir le télécharger en fichier Excel, donc ce qui va me permettre quand même d'avoir une base de chemin, de qualification relativement simple à avoir, parce que là on a quand même fait 20 personnes en moins de 3 minutes.
donc ce qui permet voilà, d'aller assez vite. Donc là, à ce moment-là, vous avez le document Excel qui a été créé, et puis il suffit maintenant d'aller le modifier pour pouvoir intervenir dessus. Voilà. Donc, il ne va pas tarder à arriver. Il est en train de s'ouvrir. Bon, voilà. Donc là, vous avez une répartition assez simple. Ici, vous avez l'adresse, enfin, l'URL LinkedIn. Ici, vous avez le prénom, le nom, les emails qui ont été trouvés. Ici, c'est des clés de validation. Vous pouvez en tenir compte. Ici, la société. Voilà. Le nom de domaine et les postes. Donc déjà, vous avez un premier chemin potentiel assez simple à obtenir grâce à des outils qui sont très accessibles. Après, on va créer ce qu'on appelle scénario. Donc, on va reprendre, généralement, ce que je fais, c'est que je reprends uniquement les adresses email et les noms. Alors, je vais y arriver. Et je vais aller utiliser, comme je disais tout à l'heure, Google Sheet pour pouvoir. Google Sheet, je vais le trouver dans. Voilà. Là, j'arrive dans mon Google Sheet et je vais ouvrir spécifiquement un Google Sheet pour pouvoir y mettre mes informations. C'est ici. Donc là, je vais copier, coller mes informations. J'ai tenu loin. Voilà. Donc, en deux ou trois mouvements, j'ai réussi à créer une petite base de prospection à qui je vais pouvoir envoyer un mail. Donc, pour envoyer un mail, vous avez les solutions qui sont existantes de mailing assez simples. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer des modules complémentaires dans WordPress. Donc, par exemple, Yet Another Mail Merge, qui est ce qu'on appelle un mailer. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire un public postage directement à partir du Google Sheet, ce qui est quand même beaucoup plus simple que de générer derrière des listings que vous allez envoyer dans un mailer qui coûte en plus généralement très cher. Donc là, en fait, on va créer un mail, donc c'est-à-dire le mail qui va être envoyé aux différentes personnes. Donc vous avez des variables, donc vous intégrez des variables dans votre mail. Bonjour. Après, vous pouvez même reprendre. Et là, on peut intégrer le nom d'entreprise, ce qui permet de personnaliser très légèrement. En fonction de chaque entreprise, créer une colonne sur laquelle vous mettez numéro de produit. Et là, vous pouvez, je vous invite plutôt à trouver des disponibilités. Donc là, vous allez pouvoir intégrer un lien qui va vous permettre de faire en sorte que votre interlocuteur soit directement
on appelle ça, directement en contact avec votre agenda. Alors attention, il ne voit pas ce que vous avez dans votre agenda, mais il voit juste les plages auxquelles il peut réserver. Donc, quelque chose qui est assez connu qui s'appelle Calendly, qui permet de créer ce genre de choses-là. Donc, c'est un lien qui nous amène, par exemple, si on veut prendre ce lien-là, voilà. Donc, on arrive là-dessus et là, on arrive à des disponibilités. Donc, celui-là ne marche plus, mais je pense que celui-ci. Voilà, donc ici vous avez les plages de disponibilité et vous pouvez choisir, donc la personne va pouvoir choisir une heure à laquelle vous êtes disponible puisque l'outil regarde directement dans l'agenda. Donc vous intégrez le lien directement à votre mail. Voilà. Vous retournez dans votre Google Sheet et là vous pouvez retrouver votre mail donc en démarrant le postage. Donc je ne vais pas le faire puisque je ne connais pas ces gens-là et je n'ai rien à leur vendre à l'heure actuelle. Mais pour vous montrer, je vais essayer d'aller jusqu'au bout du procédé. Donc, vous intégrez un nom d'éditeur, et puis ensuite, après, vous allez chercher le mail. Donc là, vous voyez le mail de prospection. Vous pouvez mettre des pièces jointes si vous le souhaitez, c'est l'intérêt. Vous pouvez l'envoyer en différé, donc vous pouvez préparer vos envois le soir pour le lendemain. Un conseil tout de même, suivre les courriels, en fait, faire des stats, fait en sorte que il sera visible que vous avez fait un public postage. Donc méfiez-vous, tout le monde ne reçoit pas de façon très positive le fait d'être public posté. Le fait de décocher empêchera les personnes de voir que vous avez public posté. Donc à vous d'arbitrer. Donc là, elle me propose d'envoyer les 18 courriels, ce que je ne vais pas faire, mais je peux recevoir un courriel test avant de tester, bien sûr, notamment avec les champs variables. Donc tout cela nous amène à une logique d'automatisation qui peut encore être poussée si on intègre des logiciels comme UiPath ou comme des logiciels d'emailing comme EmailTree. Les outils d'automatisation sont divers et variés. Les plus connus sont UiPath, qui est européen, et Blue Prism, qui est plutôt américain. Donc l'un est plutôt accessible comme UiPath, Blue Prism est un peu bien plus cher. Donc l'objectif de ces outils, c'est de prendre tout ce qu'on a vu avant et d'être capable de l'automatiser encore plus. C'est-à-dire qu'en diminuant les clics humains, permettre de créer des scénarios d'automatisation, comme on voit, avec des chaînes de décision, être capable de réagir de manière automatique et l'ensemble généré par des processus robots. Donc l'avenir se trouve aussi dans l'automatisation des étapes d'itération et le démarchage ou la prospection est un métier avec énormément d'itération et donc avec beaucoup d'automatisation intelligente. Il faut se rappeler que tout ça, ce sont des logiciels avec une forte logique de machine learning, donc le logiciel derrière va apprendre des retours et d'intelligence artificielle dans le sens où c'est un algorithme qui va se créer des exemples et qui va pouvoir ensuite après réagir mieux au fur et à mesure qu'il est utilisé.
Donc l'automatisation est une vraie révolution, je pense qu'aujourd'hui qui est balbutiante, mais qui va prendre toute sa place dans les années à venir, notamment pour les processus métiers. Ça marche par la prospection, ça marche aussi dans les métiers de la finance, dans le recrutement bien sûr, et encore énormément d'autres domaines. On peut aussi calculer la performance de cette automatisation et l'améliorer. Vous avez des formations en ligne qui sont extrêmement bien faites sur la plupart des plateformes de MOOC, notamment sur UiPath, qui a comme stratégie de former le plus grand nombre de personnes pour finalement être la référence. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que tous les sujets ont été traités clairement et que cela vous a intéressé. Je suis à votre écoute pour des questions et des réponses, je crois, dans les 10 ou 15 minutes. Voilà, merci beaucoup. Merci Grégory. Alors en réalité, il nous reste 6 minutes. Pour le moment, on n'a pas de questions-réponses. Je vous laisse à tous, si vous avez des questions, les inscrire dans le fichier QNR que vous trouverez en bas de votre écran. Moi, j'avais une petite question, Grégory, d'ordre hyper pratique. Tu nous parlais là du UiPath. Est-ce que c'est un logiciel qui est accessible, tant d'un point de vue des compétences que du coût ? Et en gros, quel est le pourcentage de réussite quand tu mets en place des processus d'automatisation de ce type? Alors la réussite, ça dépend, qu'est-ce qu'on entend réussite? Est-ce que c'est concrétisation via la signature d'un contrat, ou est-ce que c'est juste un coup de téléphone et le moment où on rebascule vraiment dans une relation humaine? Je ne sais pas, à toi de me dire. Mais est-ce que c'est un procédé qui, de manière générale, fonctionne? Alors, premièrement, le logiciel est assez accessible au niveau du coût. On parle de quelques centaines d'euros par an. Donc, c'est aussi là-dessus que je me concentre, parce que j'aime bien j'aime bien les choses qui ne coûtent pas trop cher. C'est le côté un peu bootstrapping de la startup. On commence avec rien, donc il faut faire avec rien. Donc UiPath, c'est très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, après, les formations sur différentes plateformes de MOOC sont très avancées et pour pas cher. Je crois que pour 19 euros, vous avez une formation complète et très précise à UiPath. Ensuite, après, pour l'utilisation, non, c'est pas compliqué. C'est vraiment le plus compliqué, ça va être de déterminer les étapes de son scénario. Là, comme on a vu, on a un scénario, on va chercher des emails, on utilise un outil qui va aller chercher, on utilise LinkedIn qui va chercher des emails et puis ensuite, après, qui les intègre dans un document pour faire un mailing bien particulier. UiPath va être capable de faire ça et même va être capable de comprendre les réponses. C'est-à-dire, si quelqu'un dit pas pour l'instant, de programmer un mail qui va déjà être enseigné pour revenir un mois après, par exemple. Ou alors, non, désolé, je n'ai pas le budget. UiPath va être capable de déterminer ces mots-là pour envoyer un mail qui va justement répondre à cette opposition. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il faut juste le paramétrer et être assez imaginatif sur les différentes étapes d'un scénario. Sur l'efficacité, moi, ça fait des années que je fais ça. C'est pas quelque chose qui est. Alors, UiPath et Blueprism, c'est vraiment la finalité du début de l'automatisation. Là, j'ai montré ce que c'était une semi-automatisation pour pouvoir expliquer ce que c'était une automatisation. Mais ça m'a toujours aidé quand c'est bien fait, bien ciblé, à vraiment multiplier les contacts commerciaux. Et après, c'est toujours la différence entre la prospection et la vente. La prospection, c'est la capacité à rentrer en contact avec quelqu'un intéressé par le produit. Et la vente, ça va être la capacité du fondateur ou des vendeurs de l'entreprise, de la start-up, à avoir le bon produit. Voilà. Après, les deux étant liés, je ne peux pas m'engager sur l'efficacité. En tout cas, pour avoir des rendez-vous et pour pouvoir parler de son produit, ça marche très bien. Ok, merci.
On a quelques questions. Alors, une question de Jacques. Un grand merci déjà pour ce contenu très riche. Donc, je te partage ce message. Quels sont les tarifs des outils que vous avez décrits et quel est le nom du module complémentaire de Google Sheet pour le public postage? Oui. Comment... Je Ouais. ferai un mail avec tous les noms, ça évite parce que c'est des noms qui sont un peu qui sont en anglais déjà, puis qui sont un peu longs et compliqués. Les coûts de ce que j'ai montré, c'est une licence Google, donc c'est je crois 6 euros par mois par une licence, je ne sais même plus les prix, mais c'est vraiment pas cher, c'est très accessible par email. Voilà. Et puis les modules complémentaires, je crois que c'était 24 € l'année pour envoyer 1500 mails par mois. 1500 mails en B2B, c'est déjà pas mal hein, si on arrive à être assez précis. Donc c'est quasiment, je dirais, c'est quasiment gratuit. C'est quasiment gratuit et ça marche toujours. Et ils se sont très bien adaptés au GRPD, donc faut continuer à en profiter. Le plus cher, c'est peut-être le scrapper de mail qui a des tarifs, il faut compter aux alentours de 300-400 € l'année pour avoir suffisamment de mails à scraper. Voilà, c'est par nombre de mails. Mais il y a différentes offres en plus. Donc maintenant, ils utilisent tous la même technologie et ils ont des coûts bien différents. Voilà. Ok, merci. Est-ce que tu as des petits tips à nous donner pour que les messages aient l'air personnalisés? Ah oui, alors ça, c'est un autre sujet qui est l'accroche. Alors l'accroche commerciale, c'est exactement pareil que l'accroche de recrutement. Quand vous approchez des gens, il n'y a rien de pire qu'un mail non personnalisé et extrêmement classique. Le but, on peut intégrer, par exemple, dans le listing, vous savez, j'ai fait un tableau avec le nom d'entreprise des gens, leur email. Vous pouvez, par exemple, aller utiliser Google Alert. Alors, c'est un vieux truc, mais qui marche toujours, sur les entreprises que vous ciblez, pour avoir les dernières infos. Et vous mettez un lien dans le tableau que vous intégrez dans chaque mail. Donc, en quelque sorte, vous dites bonjour monsieur Untel, j'ai vu dans l'actualité qu'il y avait des bonnes nouvelles. Bon, il faut quand même vérifier que c'est des bonnes nouvelles avant. Et vous intégrez le lien, et ensuite, je serais ravi de vous parler ou d'échanger, etc. Et là, effectivement, ça, c'est un petit peu plus de temps, mais ça permet de personnaliser le mail de façon imparable. Alors, toutes les entreprises n'ont pas d'actualité ni de revue de presse. Ce qui va être intéressant de voir, c'est de pouvoir aller chercher l'intérêt sur LinkedIn. On voit l'intérêt. Donc, quelqu'un qui aime le rugby, quelqu'un qui aime ce genre de choses-là. Ça peut être intéressant de commencer son mail ou de le finir avec une petite remarque liée aux événements sportifs ou aux événements culturels ou autres. Hein. C'est vraiment, voilà, ça permet de montrer qu'on a déjà lu le profil et puis au-delà de l'avoir lu, qu'on a repéré cette spécificité. Voilà. Mais après, la créativité du message, c'est être, comme je le disais, précis, concis, franc et pas tourner autour du pot. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Si vous voulez un rendez-vous, demandez-le. C'est comme ça que ça marche. On a encore une question qui nous demande si c'est plus efficace de communiquer par email versus LinkedIn. Alors LinkedIn aujourd'hui, il y a 5 ans, les gens avaient en moyenne 2 à 3 000 contacts. Aujourd'hui, la moyenne, c'est aux alentours de 4-5 000. Je parle pour les décideurs, hein, pour les gens qui ont un LinkedIn depuis plusieurs années. Le bruit dans LinkedIn est assourdissant, c'est-à-dire qu'entre la mise à jour, les formations qui sont proposées par LinkedIn, les pubs, etc., un décideur, il ne va pas voir votre message. Il ne le voit plus, malheureusement. Il ne le voit plus, ou alors au prix de nombreuses relances, mais sur LinkedIn, ça a un prix, ça coûte un email, et l'email coûte relativement cher. Donc, je vous invite à économiser cet email pour éventuellement des gens que vous n'arriveriez pas à joindre par email. Mais je pense qu'aujourd'hui, joindre par email avec un message percutant au bon moment, et ça c'est aussi un autre sujet. Rappelez-vous, un petit conseil, c'est toujours plus simple de joindre les gens en leur envoyant un mail à 7 h du matin qu'à 14 h. Notamment pour capter son attention liée à quelque chose qu'il n'attendait pas, c'est-à-dire par exemple proposition de services et de produits. Ok.
Il y a Mehdi qui nous dit est-ce que le tracking d'email marche à tous les coups? Je l'utilise et j'ai l'impression que certains récepteurs d'email ont un logiciel de courriel qui bloque ce tracking. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Le tracking, c'est un pixel qui est dans le mail quand le pixel est ouvert ou est affiché, il le note comme lu ou affiché. Il faut savoir qu'on est beaucoup à travailler avec deux écrans, que moi j'ai mon outil de mail, si vous utilisez Microsoft, vous pouvez voir un aperçu de votre mail. Donc rien que là, il est écrit affiché, alors que la personne ne l'aura pas lu. Ensuite, après, pour le tracking, comme je le disais, il vaut mieux l'éviter. Parce que le tracking, pour faire du tracking, ils sont obligés aussi de personnaliser l'email de départ. Et à ce moment-là, la personne qui reçoit le mail va voir qu'il fait partie d'une multidiffusion. Et si vous avez super personnalisé votre mail, pris du temps et que la personne voit que finalement c'est de la fausse personnalisation, c'est dommage. Donc autant pas forcément les traquer. Vous verrez bien en fonction des réponses et je vous invite à faire plutôt des batchs de mails, c'est-à-dire des sessions de mails de pas plus de 50. Voilà. En B2B, après, moi, sur le B2C, c'est complètement différent. Mais en B2B, pas plus de 50. Justement, belle transition, parce qu'il y a Jean-François qui nous demande si tu as des bons outils pour la prospection B2C. C'est pas ma spécialité. C'est pas ma spécialité. Je peux juste te dire comment j'aimerais moi être prospecté en tant que consommateur, mais il ne faut justement pas fonctionner comme ça. Non, je vais pas pouvoir répondre à cette question de manière précise et efficace. Ok. On a encore une question. Alors, tu nous as déjà dit qu'il fallait éviter LinkedIn et plutôt passer par l'email, mais la question de Marc, c'est quel est ton conseil pour la rédaction de messages LinkedIn pour qu'il accroche l'attention du prospect? Alors, on a une bonne ou une mauvaise habitude en France, c'est d'avoir une introduction très longue en fait de nos mails. J'espère que vous allez bien en ce jour, voilà, etc. Donc déjà, c'est éviter ces mails, ces phrases qui sont extrêmement sympathiques, mais qui finalement n'apportent rien puisqu'on ne connaît pas la personne. Donc le fait d'espérer qu'il aille bien, c'est une gentille attention, mais c'est pas essentiel. Ensuite, après, c'est immédiatement entrer dans le vif du sujet. J'ai vu que, ou alors aujourd'hui, je propose ça. La meilleure façon, c'est d'être extrêmement concis et direct. S'il arrive à bien identifier ce que vous vendez, c'est que vous maîtrisez bien ce que vous vendez finalement, qui s'énonce clairement, je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça, mais voilà, qui s'explique clairement, se comprend clairement. Donc voilà, et bien sûr limiter les messages à moins de 100 caractères. Voilà, les tartines ne sont jamais lues, jamais. Ou alors par des gens qui ont le temps, mais ce n'est pas des décideurs. Okay. Merci. 2 dernières questions et puis après, peut-être on va mettre fin à ce webinaire. Il y a Jean-François qui rebondissait sur nos échanges d'avant et qui dit comment tu voudrais être approché du coup en B2C? Est-ce que tu peux nous dire? Comment je voudrais me rapprocher en B2C? Non, comment tu voudrais être approché en B2C? Donc tu sais, il demandait des logiciels. Ça dépend pour vendre quoi. Ça dépend vraiment pour vendre quoi. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est quand même le retargeting sur les habitudes de navigation. C'est-à-dire, voilà, on va tous chercher des chaussures ou ce genre de choses-là sur Amazon ou autre. Et le fait de retargeter sur mon site, voilà, pour moi, c'est la solution qui marche bien et qui est le moins agressive, finalement, que d'avoir des mails ou que. Parce que les mails, je ne lis plus. LinkedIn, enfin, si je les mails, je les lis, mais je trie assez férocement sur tout ce qui est B2C. Donc non, plutôt le retargeting. Google fait un truc très bien, une solution très bien de retargeting qui est accessible, contrairement à Criteo, qui est très cher. Donc, pas hésiter à aller voir de ce côté-là. Voilà. Retargeting, c'est le fait de renvoyer les gens sur le même type de produit, mais sur ces produits, et de leur repousser constamment, en fait, pendant plusieurs semaines. Donc, si vous allez voir des chaussures, on va vous repousser les mêmes chaussures pendant 3 semaines. 3 mois, 1 mois. Jusqu'à ce que vous claquiez.
Voilà, jusqu'à ce que vous dites, ah bah finalement, il me les faut vraiment ces chaussures, ça fait 3 semaines que j'hésite et je vais les acheter. Dernière question, Antoine nous demande, niveau relance, y a-t-il un bon rythme? Alors, la relance, c'est aussi effectivement un autre sujet qui se scénarise. Je vous conseille dans la création de vos argumentaires commerciaux de créer des arbres de décision, un petit peu comme je mettais au dernier slide. C'est-à-dire, en fait, vous partez de votre argumentation et vous imaginez l'ensemble des oppositions que peut faire le client. Alors, elles sont généralement finies, enfin, limitées. C'est généralement, j'ai pas d'argent, c'est pas le moment, ou j'en ai pas besoin. Donc après, à partir de ce moment-là, il faut essayer de réfléchir à des oppositions. Les relances, il faut être présent, comme je disais, mais pas envahissant. Trop de relances, ça tue la relation. Pas assez, on vous oublie. Donc essayez j'avais trouvé un petit truc qui était pas mal. Il faudrait que je le retrouve. Je ne l'ai pas mis dans la présentation parce que justement, je ne l'ai pas retrouvé. Mais c'était un petit soft qui permettait de voir toutes les 5, sur les gens qui postaient des choses sur LinkedIn, les décideurs qui postaient des choses sur LinkedIn, toutes les 5 posts, et ben, ça envoyait un mail de relance en disant bah, j'espère que vous allez bien, j'ai lu votre dernier post et bah, j'aimerais à cet effet, bah, en gros, qu'on puisse se parler, on n'avait pas pu la dernière fois, ou alors avez-vous vu mon mail? Ce qui est bien, c'est dans la relance, c'est pas de remettre la même chose, c'est de dire avez-vous pu consulter mon mail de telle date? Et ça, en fait, ça oblige à une réponse qui est oui ou non. Alors, il y a aussi l'absence de réponse, mais ça multiplie par 2 en fait le nombre de retours, en tout cas de contacts. Parce qu'après, la personne va dire non, j'ai pas eu le temps. Dans ces cas-là, on voit qu'elle l'a vu, donc on peut continuer à communiquer. Ou alors oui, mais je ne suis pas intéressé. Et là, on rentre typiquement dans la négociation. Donc, ne pas hésiter à envoyer un premier mail informatif, pas trop long, et un deuxième mail plutôt ne pas hésiter à forwarder votre mail au même contact. Ça marche mieux et ça remonte mieux dans le boîte mail de votre contact. Très clair. Ouais, très clair. Merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête là. Je voudrais juste, pour conclure, te lire 2-3 messages de remerciement. Un très grand merci, Grégory, une session vraiment très riche. On nous demande si c'est en replay, donc oui, c'est en replay. Ce sera sur LinkedIn, sur YouTube et vous aurez le lien. Et merci beaucoup pour cette présentation complète, structurée et d'un langage pédagogique. Donc, merci Grégory, c'était top. Merci à vous tous et puis à bientôt. Audrey, est-ce qu'on te laisse la parole pour conclure? Audrey, coupez son micro. Je crois qu'Audrey avait un petit problème d'ordinateur aujourd'hui. Donc, Bon, on va mettre fin à ce webinaire. Encore merci Grégory pour ton temps. Il y aura un compte-rendu pour ceux qui sont encore là qui sera rédigé, qui vous sera envoyé, dans lequel vous retrouverez chacun des outils, l'adresse mail de chacun des outils que Grégory a présenté. Et voilà, et puis il y aura également ses coordonnées. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec lui via cette adresse mail. Encore merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Salut Grégory. Merci. Au revoir.